Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekidem et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler des urgences psychiatriques mais qui sont parfois justement d'origine non psychiatrique. Alors pourquoi cette vidéo? Donc récemment j'ai fait une petite intervention à un colloque à l'hôpital Paul Guichard à Villejuif. Donc c'était une journée autour de thématiques autour de la psychiatrie. Moi j'intervenais en tant que justement médecin généraliste pour parler des différentes situations où on peut se retrouver face à une urgence qui nous semble au premier plan être d'origine psychiatrique, mais qui en réalité ne l'est pas. Alors par manque d'anticipation de ma part, etc., j'ai pas pu filmer, c'est dommage, mais je me suis dit que le contenu était assez intéressant et au vu d'un petit sondage que j'ai fait sur ma chaîne, vous avez été nombreux à dire que ça vous intéressait aussi. Donc je me suis dit, allons-y, faisons un petit résumé. Donc aujourd'hui, le cadre fait un petit peu formel, c'est normal, là je suis au bureau, en cabinet de consultation. Et pour cette intervention, j'avais fait un diapo. Donc je ne peux pas vous partager le diapo ici, cependant il est devant moi. Donc ça change un petit peu d'habitude, j'ai un petit support. Mais vous allez voir, ça va être assez sympa comment va se présenter cette vidéo. Je vais vous montrer 4 cas cliniques qui vont nous permettre un petit peu de comprendre le sujet. Donc on va commencer par un premier cas clinique que j'ai appelé la base des bases parce que vous allez comprendre par la suite. Donc je remonte dans mes souvenirs, je suis externe, donc étudiant en médecine. Je fais un stage aux urgences. La nuit, j'ai la possibilité de sortir avec le SMUR, le SAMU. On reçoit un appel pour une intervention chez un homme, je ne saurais plus dire exactement son âge, mais de plus de 60 ans, qui présentait un état d'agitation qui était totalement inhabituel, avec des propos totalement incohérents, une perte de contact, vraiment un trouble comportemental très inhabituel. Donc, intervention avec le SMUR, on arrive sur place et là, je suis avec l'équipe, face à un homme alité, très agité sur le plan physique mais aussi psychique, avec une difficulté justement à s'exprimer. Donc c'est un homme qu'on voit sur un lit médicalisé. On n'a pas tout de suite toutes les informations médicales, mais on imagine bien qu'il a beaucoup de pathologies. On voit qu'il y a je ne sais plus si c'est un membre ou deux qui étaient amputés. On s'imagine qu'il y a quand même des soucis de santé forcément derrière. Cependant, il n'y avait pas d'antécédents psychiatriques connus et l'homme était d'un certain âge, un âge mûr. Donc, devant cet état inhabituel, trouble du comportement, agitation, la personne était en sueur, difficulté à s'exprimer qui dénote totalement, bon forcément la famille panique, nous on arrive et là je vous pose une question, devant ce trouble de comportement subite, inhabituel, à quoi penser en premier lieu? Quel examen rapide, facile, efficace à faire d'emblée? Est-ce que vous avez la réponse? Eh bien, je vous la donne, c'est le dextro, donc c'est-à-dire faire petite piqûre au bout du doigt et prendre la glycémie pour voir le taux de sucre dans le sang. Là, c'est ce qui est fait d'emblée parce que de toute façon, les interventions SMUR sont très protocolisées. Première chose que l'on fait, on prend la glycémie. Et là, résultat, ça ne trompe pas, eh bien, on était en hypoglycémie sévère. Le chiffre revient autour de 0,2 ou 0,3, je ne sais plus. Un chiffre très très bas, donc un chiffre très très bas, donc hypoglycémie sévère. Effectivement, j'avais dit, on imaginait que le patient avait beaucoup de pathologies. Il était diabétique sous insuline, et qui dit insuline, si on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? On peut faire des hypoglycémies très sévères, et l'hypoglycémie peut être très impressionnante et se manifester par des troubles neurologiques ou neuropsychiatriques. Et ça, c'est un adage en médecine qu'on apprend très tôt, en disant que tout trouble neurologique, d'apparition subite, ou voilà ce genre de phénomène, surtout chez quelqu'un qui n'a pas forcément d'antécédents particuliers dans cette sphère, il faut penser à l'hypoglycémie. Donc là, c'est un petit peu un cas d'école, donc ce n'est pas un cas forcément à la Dr House, je vais vous donner des choses assez concrètes, mais il faut savoir y penser. Donc je descends un petit peu sur mon diapo. Donc dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Hypoglycémie, directement perfusion, on resucre la personne et je vous assure que en quelques minutes, quelques secondes, j'ai envie de dire, mais en fait, pour être prudent, je vais vous dire quelques minutes, retour à l'état normal. Et quand moi j'ai vu cette personne, je me suis dit au début, non, mais c'est une personne qui déjà de base ne doit pas être au top, enfin, sur le plan psychique, comportemental, etc.
Pas du tout. Une fois qu'on l'a resucré, la personne est redevenue normale, ça a fait un effet on-off, retour du contact, discussion cohérente, plus d'agitation, personne calme, apaisée. Donc vraiment, l'hypoglycémie, ça peut être assez impressionnant. Donc voilà, à retenir. Donc on va passer au deuxième cas. D'accord? Donc deuxième cas, on est sur une personne plus âgée, un peu plus de 80 ans, qui n'a pas d'antécédents psychiatriques connus. Par contre, des antécédents médicaux, je ne vais pas dire basiques parce que tout le monde n'a pas ça, mais voilà, infarctus du myocarde, stenté, les traitements qui vont avec, vous connaissez peut-être, bêta-bloquants, aspirine, anti-agrégants plaquettaires, anti-hypertension, statine, et je ne sais plus, ouais, bon, enfin bref, voilà, quelques traitements. Et tout allait bien jusqu'à maintenant, entre guillemets, et depuis quelques jours, apparition progressive de symptômes à l'allure psychiatrique. Donc les troubles du comportement, et un délire de persécution et de jalousie qui dénote totalement avec la normale par rapport à son habitude. Des hallucinations, là ça commence à devenir flippant, hallucinations visuelles, et une désinhibition sexuelle à cet âge-là, qui choque la famille. Enfin bref, vous avez compris, beaucoup de changements. Changements vraiment dans l'allure psychiatrique, on se dit il se passe quelque chose. La famille se dit il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On va l'emmener aux urgences. Donc à ce moment-là, il y a une importance de l'interrogatoire, même si la famille n'est pas forcément au courant de tout. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Il y a, je vais faire une parenthèse, un motif fréquent de consultation aux urgences, c'est la chute chez la personne âgée. Et c'est très protocolisé parce que une chute avec traumatisme crânien chez la personne âgée, là je vous donne des indices pour la suite, quand on a des traitements anticoagulants ou anti-agrégants, on va faire un examen assez rapidement pour rechercher quelque chose. Quel est cet examen? C'est le scanner cérébral pour rechercher un saignement au niveau du cerveau qui peut donner un hématome sous-dural et par la suite donner ce genre de problématique. Donc là, je vous spoil un petit peu. Que va nous donner l'interrogatoire? Ici, l'interrogatoire va nous faire penser, enfin, va nous amener à certains éléments. La famille va dire, oui, le patient a chuté il y a récemment, mais en fait, c'était pas grave, il est tombé, s'est cogné la tête. Il n'y avait rien de spécial, il s'est relevé, bon, on n'a pas consulté. Cependant, ce monsieur est sous anti-agrégant plaquettaire et en fait, on fait un scanner et on retrouve un hématome sous-dural dans la région frontale qui explique par la suite du coup les phénomènes que j'ai expliqués. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc après, bon, l'hématome sous-dural, il faut demander un avis, forcément, neurochirurgical. On n'opère pas forcément, ça dépend de la taille, ça dépend de s'il y a des signes de compression et tout. Donc là, juste traitement corticoïde, amélioration des symptômes, après résorption de l'hématome. Donc voilà, les symptômes d'allure psychiatrique d'origine en fait somatique, on va dire organique. Donc pensez à l'hématome sous-dural chronique après une chute assez récente chez une personne âgée sous traitement anticoagulant ou anti-agrégant. Allez, on passe à un cas clinique numéro 3. J'ai parlé de personnes adultes, on va parler des personnes jeunes. Appel SAMU cette fois, arrivé dans un contexte festif pour une jeune fille, 15 ans. On a appelé pourquoi? Apparition d'hallucinations subites, visuelles, auditives qui nous fait totalement paniquer, grosse crise d'angoisse, tout le monde panique. On appelle le SAMU vite, il se passe quelque chose de pas normal. Là, SAMU arrive et tout va mieux. Enfin, tout va mieux. Les gros symptômes bizarres sont passés, cependant, la fille est choquée, évidemment, elle pleure et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on ne va pas faire trop dans les clichés, mais vous imaginez bien, vous arrivez une petite fête le soir chez des jeunes, il y a une fille qui a fait un genre de bad trip, vous pensez forcément à des consommations de substances. Vous regardez, bon, il y a de l'alcool, effectivement, mais est-ce que l'alcool tout seul peut amener à ça? Bof. Ensuite, on regarde, est-ce qu'il y a pas du cannabis, cocaïne, LSD, ecstasy, ce genre de choses? Pas forcément, il n'y a rien de tout ça. Par contre, beaucoup de ballons pour décorer l'appartement. Qui dit ballon dit, est-ce que vous savez, petite capsule pour les gonfler. Les capsules qu'on utilise aussi pour la chantilly. Capsule de protoxyde d'azote. À un moment, on en retrouvait beaucoup sur les trottoirs. Je ne sais pas si c'est encore le cas. J'en vois plus trop souvent, mais en tout cas, il y a un moment,
ça débordait de partout. Et en fait, c'est utilisé à usage festif par beaucoup de personnes, à la recherche du sentiment justement après l'inhalation de fou rire, on appelle ça le gaz hilarant. Et sauf que ce gaz peut donner aussi des distorsions auditives, visuelles, hallucinations. Et l'effet s'estompe assez rapidement. Mais en fait, c'était ce qui s'était passé. Il fallait penser du coup au protoxyde d'azote, donc l'inhalation qui avait donné justement ces symptômes psychiatriques résolutifs spontanément après justement l'arrêt. Mais du coup, il pensait en plus, ça peut, une fois qu'on fait ce diagnostic, on peut penser aux conséquences physiques, hein, comme par exemple les brûlures, parce qu'en fait, ça gèle les bronches, ça peut geler les bronches, ça peut donner aussi de l'asphyxie, enfin bref, ça peut donner aussi d'autres symptômes. Et surtout, pour la suite, pensez à la prévention, parce que ça peut amener à des troubles addictifs, des personnes qui achètent ça par paquet de 20, 100 sur les sites sur internet, qui deviennent accros, qui en consomment, et après qui peuvent avoir des conséquences aussi physiques. Moi j'ai déjà vu une personne comme ça qui était venue une fois, trouble de la marche, trouble de l'équilibre. Je pensais pas du tout à ça, maintenant j'y pense, mais en tout cas j'y pensais pas du tout. Je pensais qu'elle faisait un Guillain-Barré, je l'ai envoyée à l'hôpital, je prends des nouvelles. En fait, elle consommait énormément de ces capsules et elle a fait ce qu'on appelle, on a commencé à faire, je pense qu'on appelle une sclérose combinée de la moelle, donc qui va donner voilà, des déficits moteurs, sensitifs, troubles de l'équilibre, de la marche. Donc ça peut être irréversible. Alors le traitement c'est supplémentation en B12, en vitamine B12, parce que je ne vous explique pas trop le phénomène, mais en gros, l'inhalation de ces capsules amène à une carence et la B12 c'est important pour les neurones, la conduction et tout ça. Des fois après il y a des conséquences parfois irréversibles et parfois réversibles avec la supplémentation, mais bon, on ne peut pas le prévoir. Donc pensez à ça. On va terminer avec un dernier cas. Désolé, il y a une ambulance ou les pompiers. Ah, je sais plus c'est quoi. Donc au cas clinique, conclure avec un dossier un petit peu plus complexe, un petit peu plus à la Dr House. Donc cette fois on est sur une femme d'âge jeune, 20 ans, pas d'antécédents connus, et là, donc première symptomatologie délirante, un peu comme une bouffée délirante aiguë, état de ce qu'on appelle état psychotique. Il n'y avait pas d'antécédents connus, pas forcément personnels, pas familiaux, pas d'antécédents familiaux. Et donc on pourrait penser à une entrée classique dans la maladie psychiatrique. Cependant, faut évidemment faire des examens pour éliminer les autres causes. Et d'ailleurs, quand on apprend les cours en psychiatrie, etc., il y a toujours un bilan standard classique qui revient initialement. Il y a toujours un examen d'imagerie qui revient, c'est l'IRM cérébral. Donc devant ce premier épisode psychotique, on fait un examen qui est une IRM cérébrale, et là, l'IRM ne revient pas normal. Ah, ok, ne revient pas normal. Donc, présence de nodules au niveau cérébral. Donc, plusieurs maladies peuvent expliquer ce phénomène. Enfin, de présence vous imaginez bien qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent donner des images bizarres sur une IRM du cerveau. Mais du coup, on complète. On voit des images, on va faire un bilan. Et là, je ne vous cite pas les noms exacts parce que ça peut être un peu complexe. Enfin, présence d'anticorps. On retrouve des anticorps spécifiques, antinucléaires, anti-ADN natifs, antiphospholipides. Bref, on est face à un diagnostic de lupus. Donc, on est sur du neurolupus parce qu'on a des manifestations neuropsychiatriques. Ce n'est pas forcément la forme plus fréquente, mais c'est environ 3% des lupus qui se manifestent de manière inaugurale de cette manière. Donc neurolupus. Et du coup, forcément, on va traiter le lupus. Et après, on aura une résolution des symptômes après instauration de différents traitements en lien avec la maladie et aussi les manifestations neuropsychiatriques. Mais voilà, la maladie de base qui a causé ça, c'était un lupus. Voilà, donc je vous ai donné 4 cas. Après, je ne vous donne pas non plus des cas extrêmement rares, dignes de séries américaines, etc. Je suis resté sur des choses assez simples, mais pour passer un message important, parfois les manifestations psychiatriques peuvent être d'origine somatique, et donc c'est des choses importantes à avoir en tête. C'est aussi ce qui fait que la médecine est une science extrêmement intéressante. J'espère que cette présentation vous a plu. Donc, comme je l'ai dit, moi je l'ai présenté lors d'un colloque. Je tiens à souligner d'ailleurs que si les personnes sont intéressées pour d'autres thématiques, pour que j'intervienne lors de conférences ou autres, vous pouvez me contacter via mes différents réseaux. De toute manière, j'ai mis
mon adresse mail, mes contacts sont présents. Vous n'avez qu'à chercher un petit peu, vous trouverez, je pense. Pour ceux qui ont apprécié en tout cas cette présentation, n'hésitez pas à le faire savoir, à mettre un petit like, hein, ça m'encouragera, à mettre un petit commentaire. Si vous découvrez la chaîne, eh ben, je vous invite à vous abonner. Ça me fera plaisir tout simplement et ça m'encouragera à continuer. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.